questions, comment vous avez gagné leurs questions? Surtout qu'il s'abstient à apparaître dans les médias et déclarer devant les caméras. En fait, la confiance, elle se gagne avec le temps. Avant de tourner la première image, il y a 2 ans. C'est-à-dire, on passe 2 ans à discuter avec ces gens, à prendre des notes, des fois à passer juste dire bonjour, avant qu'on leur dise, voilà, on aimerait faire un film, est-ce que vous seriez d'accord? Et au début du film, il n'y a que Fabrice qui nous dit, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a que lui. Les autres, ils nous regardent en disant, Leïla, Camille, vous déconnez, qu'est-ce que vous allez faire avec ces images? Est-ce que nous, on va être en sécurité, etc. Donc, ils nous voient faire, puisque Fabrice nous avait laissé faire. Ils ont vu comment on travaille avec Fabrice. Ils ont compris qu'on était dans un processus de confiance. Et le tournage, il dure un peu plus d'1 an. Donc on y allait, on a fait 4 fois une semaine de tournage, sur 1 année de durée, pour pouvoir raconter une espèce d'évolution. Et quand on a fait la première projection à Paris, dans la salle, il y avait 2 anciens habitants de la maison. Et quand ils ont vu le film, ils nous ont dit, c'est exactement ça. C'est ça ce qu'on vit, c'était ça notre réalité. Et en fait, nous, on le savait. C'est-à-dire, nous, on savait qu'on n'avait pas travesti la réalité. Mais le fait qu'eux le perçoivent comme ça, c'était aussi... y compris les personnes qui avaient été filmées, considéraient qu'on n'avait rien travesti, qu'on était honnête et que le film rendait bien les choses. Après, sur pourquoi est-ce qu'eux n'ont jamais répondu à d'autres médias, je pense que tout simplement, ils n'ont jamais eu la proposition. Parce que nous, on ne leur a pas dit parler à personne. Au contraire, on aurait aimé, moi j'aurais beaucoup aimé que plein de journalistes s'intéressent à ces questions-là et que beaucoup de journalistes fassent des sujets et qu'on puisse réfléchir ensemble en tant que société aux questions des migrations sans que ça crée des tensions, juste discuter. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Vraiment, je pense qu'ils n'apparaissent pas dans d'autres médias, tout simplement parce que jamais personne ne les a approchés. Vous avez travaillé déjà sur le projet Terminus Algérie, qui vise à documenter le quotidien des migrants en Algérie. Où est arrivé le projet? Quels sont ses résultats? Alors en fait, au tout début, quand on commence à travailler sur ces questions-là avec Camille Millerand, qui était en fait en stage en Algérie, on se rend compte que ce que nous, on voit, les gens, c'est comme si c'était un monde parallèle. Pourtant, les personnes migrantes, elles vivent en Algérie. Enfin, elles sont là, elles sont dans les quartiers, elles vont au même commerce que nous. Alors, peut-être pas dans le centre d'Alger, mais dans les autres quartiers un peu périphériques. Même si dans le centre d'Alger, ce matin en voiture, je suis passée devant un chantier, les ouvriers, c'était des hommes subsahariens. Et donc, j'imagine que quand ils vont acheter à manger à midi, ils vont à la supérette en face. Voilà. Le projet, c'était de montrer que ces personnes-là existaient et qu'elles étaient dans notre quotidien. On ne pouvait pas juste fermer les yeux, quoi. Ça, c'était le début. Et en fait, ça nous intéressait beaucoup de documenter, de rendre visible, de dire, voilà, ces gens existent, on ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là. Et en fait, c'est là, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que la photo, ça ne suffisait pas à traduire ce que nous, on vivait quand on était avec elle ou eux, et que le film, ça allait peut-être avoir un impact plus fort. Et donc, Terminus a permis d'arriver à Darwisha. Et ensuite, Terminus s'est arrêté quand, en fait, les autorités algériennes ont décidé qu'elles allaient accélérer les refoulements. Et que donc, en fait, rendre visible des gens, c'était les mettre en danger. Donc là, on a arrêté. Vous travaillez également avec le site 1538 Méditerranée, qui couvre l'actualité de la Méditerranée. Les femmes migrantes qui partent de l'autre côté, sont-elles exposées à la violence en Méditerranée? Al-Harraga, je veux dire. Oui, puisque comme je disais tout à l'heure, en fait, la violence, elle est d'autant plus subie quand on est vulnérable. Et à partir du moment où on est dans une situation
où la loi nous met dans une position de vulnérabilité, on est aux prises avec plein de facteurs de violence multiples. Alors il y a le trajet, ça peut être la mer, ça peut être le passeur qui considère qu'il a droit de vie ou de mort sur vous parce que de toute façon, vous ne savez pas naviguer. Donc, si vous êtes dans le bateau, vous vous reposez sur quelqu'un. Donc, cette personne, elle est en situation de pouvoir par rapport à vous. En fait, à partir du moment où on débute un processus de migration, donc de déplacement, dans lequel, de par les lois qui existent aujourd'hui, on se retrouve susceptible d'être arrêté ou expulsé ou mis en prison. En fait, du coup, il y a plein de gens qui ont du pouvoir sur vous. Plein de gens. Et qui utilisent ce pouvoir. Et donc, c'est là où il y a de la violence qui se crée. Donc, évidemment, en plus, en Europe, c'est devenu tellement habituel que les femmes sont exploitées dans des réseaux de travail. Alors effectivement, elles peuvent arriver à trouver du travail assez facilement, puisque comme elles ne sont pas déclarées, elles coûtent moins cher. Mais c'est la même problématique ici. En Europe, elles sont aussi du coup victimes de violences physiques, morales, donc physiques, psychologiques, évidemment sexuelles aussi. Et puis pareil, je veux dire, si on n'a pas de papier et qu'on se fait agresser, on ne va pas aller au commissariat. Et quand je dis pas de papier, c'est quand on n'est pas considéré comme étant en situation régulière par les autorités. Et puis après, il faut parler de manière générale de la violence qui s'exerce contre les femmes, qui peut s'exercer contre les femmes dans une société. Donc elle existe, hein. C'est-à-dire que quand on part en Harga, on arrive dans des sociétés où il y a de la violence contre les femmes. Même si on y va pour avoir un avenir meilleur, on arrive quand même dans des sociétés où il y a de la violence contre les femmes. Et comme on est vulnérable, cette violence, elle peut s'exercer sur nous de façon, mais vraiment exacerbée, beaucoup plus forte. Léla, comment évaluez-vous le traitement médiatique de la question de migration dans les médias algériens ? Je pense qu'il faut avoir Bah, déjà, moi, en tant que journaliste, il y a une chose que je considère importante, c'est que quand on parle d'un sujet, il faut essayer de le maîtriser. Et qu'il faut ne pas propager des stéréotypes ou des idées qui sont des idées qui vont générer de la haine ou de la violence. Et ça, c'est valable pour tous les sujets, en fait. On a un impact, on est journaliste, les gens nous croient. Les gens nous lisent, les gens nous écoutent pour savoir ce qu'ils doivent penser, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, comment ils doivent se comporter. Donc en fait, on a une responsabilité énorme. Donc la première chose, c'est on ne doit pas diffuser des messages qui appellent à... ou en tout cas, pas forcément qui appellent, mais qui vont faciliter les appels à la haine. Ça n'empêche pas de faire son travail, c'est-à-dire que ça n'empêche pas de donner les faits tels qu'il se passe. Moi, on m'a souvent reproché de vouloir dire que des choses positives sur les personnes migrantes, mais en fait, les personnes migrantes sont des personnes. Donc, dans un groupe de personnes, vous avez des gens bien, vous avez des gens pas bien. Et ça, c'est universel. C'est pas lié à leur statut administratif ou à leur origine ethnique. Ensuite, la deuxième chose qui est importante pour moi en tant que journaliste, c'est d'aller faire du terrain. Je pense que l'une des principales choses qu'on peut remarquer, c'est que très souvent, alors pas tout le temps et c'est pas tout le monde, mais très souvent quand il y a des articles sur les questions migratoires, les journalistes qui les écrivent n'ont pas parlé à une seule personne concernée. Et ça doit être pareil, c'est valable pour tous les sujets. Quand on fait un papier sur quelque chose, il faut parler aux personnes concernées. Entre autres, c'est-à-dire on peut parler à d'autres personnes, mais il faut quand même donner la parole aux personnes concernées. Et puis ensuite, je pense qu'il y a... Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais il y avait eu un rapport sur... il y avait eu des rapports internationaux sur les traitements de la question migratoire par les médias en Algérie, et qui soulignaient... ces rapports soulignaient l'utilisation de certaines images pour illustrer tous les articles sur les questions migratoires. Et donc, du coup, ça uniformisait l'idée. Donc, on va identifier le mot migrant ou migration à une personne
qui a la peau noire, soyons clairs, qui mendie et qui a des vêtements qui sont déchirés ou abîmés. C'est des stéréotypes. Et donc, en fait, en utilisant constamment les mêmes images pour plein d'articles, on se retrouve avec une incompréhension sociale ou sociétale des questions. On ne peut pas illustrer un papier où on va parler de Harga ou de migration ou de départ des Algériens ou de mobilité des Algériens avec une photo de gens qui sont en fait des migrants de nationalité nigérienne qui sont en train de mendier dans la rue. De la même manière, c'est pas parce qu'il y a un réseau criminel qui a été arrêté qu'il faut aller pareil, c'est-à-dire remettre une photo de ces gens nigériens qui sont en train de mendier dans la rue. C'est pas forcément la même chose. Vous avez parlé des stéréotypes aussi. Quels sont les stéréotypes les stéréotypes, c'est... Sur les femmes, par exemple, les femmes migrantes. Alors, il y a des stéréotypes, en fait, qui sont finalement des stéréotypes, qui existent sur les femmes étrangères. Donc, on considère que les femmes noires, à la peau noire, parce que c'est comme ça qu'elles sont considérées, c'est-à-dire qui elles sont, ça, dans la tête pour les stéréotypes, ça n'existe pas, vont, de par leur façon de s'habiller, parce qu'elles s'habillent différemment, ou parce qu'elles ont une place dans la société plus présente que ne peuvent les avoir les Algériennes, parce que les habitudes de sociabilisation sont différentes. Donc comme elles vont s'habiller différemment, se comporter différemment, on va prendre ça pour une acceptation de violences sexuelles. Donc il y a déjà ça. Ensuite, les stéréotypes qui vont toucher les femmes vont être un peu au-delà de ça, de cette façon de dire en fait si je suis un homme et que je vais voir une femme subsaharienne pour avoir des faveurs sexuelles, elle dira pas non. Au-delà de ça, ensuite les stéréotypes sont communs aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire qu'on va considérer que ce sont des hommes et des femmes qui vont être des criminels, qui vont être potentiellement dangereux, qui vont potentiellement avoir des maladies. Ça, c'est un nombre de choses que j'ai lu, un truc que j'ai lu un nombre de fois incroyable, alors que les médecins qui travaillent sur ces questions-là répètent que les prévalences de maladies sont les mêmes que pour les Algériens, voire moins pour certaines maladies. Et donc, mais ce qui est nécessaire de rappeler, c'est que ces stéréotypes qui sont véhiculés ici sur ces personnes étrangères sont les mêmes qui sont véhiculés en Europe sur les personnes algériennes. C'est la même, ouais. Et donc, en fait, à partir du moment où, en tant qu'Algérien, on n'accepte pas d'être considéré de façon ultra négative en Europe, juste parce qu'on est Algérien ou Algérienne, et il faut peut-être s'efforcer de ne pas faire la même chose pour les autres. Et alors, moi, j'ai travaillé sur les personnes immigrantes subsahariennes. Mais si on commence à parler des personnes étrangères d'origine asiatique, c'est pareil. Là, on va parler maintenant sur le métier de journaliste et sa relation avec question de migration. Quelle est l'importance de l'information des journalistes dans ce domaine? Alors, la formation, il faut se former pour utiliser les bons mots. Et surtout pour savoir ce que les interlocuteurs nous disent. Par exemple, aujourd'hui, j'en parle parce que j'ai lu il y a quelques jours quelqu'un qui écrivait quelque chose sur les réseaux sociaux qui parlait de réfugiés. Alors, il faut savoir le sens des mots. Un réfugié n'est pas la même chose qu'une personne migrante. Pourquoi c'est important de connaître les mots? Parce que sinon, on ne comprend pas ce que nous disent les institutions. Quand le HCR, qui est le Haut Commissariat de l'ONU pour les personnes réfugiées, dit il y a un nombre X de réfugiés dans tel pays. Les réfugiés sont les personnes qui ont demandé le droit d'asile et qui l'ont obtenu. Ça veut dire qu'on a considéré, les instances internationales ont considéré qu'il y avait une menace, que ces personnes avaient besoin de quitter leur pays et nécessitaient une protection pour avoir le droit de rester dans un autre pays que le leur. Ça, ce sont des personnes réfugiées. Une personne migrante, en fait, c'est juste une personne qui se déplace d'un point A à un point B. Ça peut être
migrante au sein de son propre pays, c'est-à-dire en gros on est né à Djelfa et on décide qu'on va aller s'installer, vivre et fonder une famille à Annaba, ça c'est une personne migrante, ou ça peut être changer de pays, c'est-à-dire dire moi je suis né je suis née à Blida et j'ai décidé que j'allais aller vivre à Tunis. Et ça c'est une personne migrante aussi. Et après dans la migration, il y a plusieurs statuts administratifs en fonction de... Les étudiants qui partent à l'étranger, ce sont des migrants. Les personnes qui se marient et qui vont s'installer à l'étranger dans le pays dont est ressortissant ou ressortissant de leur conjoint ou leur conjointe, sont des migrants. Les personnes qui vont travailler dans un autre pays que celui où ils ont étudié, sont des personnes migrantes. Donc déjà, il faut... utiliser les bons mots parce que ça permet d'éviter les stigmatisations. Ça, c'est important. Ça permet de transmettre la bonne information. Et alors, du coup, pour préciser mon propos, les personnes qui pratiquent la mendicité dans les rues en Algérie qui sont originaires du Niger ne sont pas des réfugiés, dans le sens où elles n'ont pas obtenu une protection du HCR, qui ne considère donc... Enfin, je pense qu'elles n'ont pas fait la demande, et donc elles n'ont pas obtenu de protection. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien les traiter. Ça veut juste dire que administrativement, elles n'ont pas le statut de réfugié. Ça, ce travail sur les mots, ce travail sur les termes, il fait partie de la formation. Et l'autre nécessité, c'est de connaître les cadres juridiques. Il faut savoir qui a la responsabilité de quoi. Par exemple, j'en parlais encore cette semaine, il y a eu un naufrage de personnes qui essayaient de quitter le Liban sur un bateau. Et il y avait des Palestiniens, des Syriens et des Libyens. Non, des Syriens et des Libanais. Le bateau essayait de partir vers l'Europe, le bateau a coulé. Alors, de qui c'est la responsabilité que le bateau coule ? Effectivement, de la personne qui a mis le bateau à l'eau. Mais ensuite, quand un bateau il coule, normalement, il y a des gens, il y a une alerte qui est donnée, puis il y a des gens qui peuvent venir secourir. Bon, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tous ces gens se noient dans la Méditerranée ? C'est pas que parce que les bateaux coulent, mais c'est aussi parce que les bateaux qui voudraient les secourir en sont empêchés par les réglementations, notamment européennes. Pourquoi est-ce que en Libye, il y a des gardes-côtes qui tirent avec leurs armes à feu sur les bateaux de migrants ? Parce qu'on leur a donné de l'argent et des armes, et quand je dis « on », c'est les instances européennes, pour qu'ils luttent contre la migration. Mais à partir du moment où vous donnez des armes à des gens pour qu'ils luttent contre la migration, c'est que vous supposez qu'ils vont se servir de leurs armes. Donc il faut savoir qui a la responsabilité de quoi. Parce que ça, du coup, ça permet de comprendre ce qui est une info et ce qui n'est pas une information. Par exemple, donc les Algériens ont décidé de passer un accord avec le Niger pour permettre les refoulements. Les refoulements visaient les personnes de nationalité nigérienne. L'accord avec le Niger dit ça. Il se trouve qu'en 2016, les autorités algériennes décident d'élargir ces expulsions à des personnes qui ne sont pas de nationalité nigérienne. Mais si on ne sait pas que ces expulsions, elles existaient avant en Algérie, elles ont été suspendues en 2012 à cause de la guerre au Mali. Si on ne sait pas que les expulsions ont été arrêtées en 2012, en 2016, on ne comprend pas que c'est nouveau. Si on ne sait pas que l'accord passé avec le Niger concerne uniquement les personnes de nationalité nigérienne, on ne comprend pas les tensions qui peuvent exister. On ne comprend pas les tensions qui peuvent exister autour de cet accord quand l'Algérie refoule des personnes d'autres nationalités. Si on ne sait pas que c'est l'Union européenne qui donne de l'argent aux gardes-côtes libyens, on pourrait penser que c'est juste des méchants Libyens qui tirent sur des... Mais c'est pas ça. Et c'est pas que En fait, il faut savoir qui est responsable de quoi, et ça permet aussi de ne pas traiter cette problématique de la migration de façon binaire. C'est-à-dire, c'est pas soit tout noir, soit tout blanc. Il n'y a pas d'un côté les bonnes solutions et de l'autre côté les mauvaises solutions. C'est vraiment des questions très complexes qui ont plein d'enjeux différents, qui impliquent plein d'acteurs différents. Et pour savoir ça, on ne se lève pas un matin, on ne sait pas tout ça. Et donc, il faut se former. La formation, elle peut passer soit par passer beaucoup de temps avec les interlocuteurs, mais là encore, on en revient au problème de temps que n'ont pas les journalistes, soit par la formation initiale. Mais moi, par exemple, j'ai jamais
J'ai jamais été formée. La définition du mot réfugié, je l'ai apprise pendant mes études. Et ensuite, toutes les subtilités sur qui est responsable de quoi, c'est au fur et à mesure des années de travail. Les journalistes qui souhaitent couvrir la question des migrants en général ou des violences contre les femmes immigrées en particulier ont souvent du mal à obtenir des informations, des sources. Comment Leïla a-t-elle surmonté ces difficultés? Il faut du temps. Encore une fois, c'est OK qu'une femme que je rencontre, elle me dise « Écoute, j'ai pas envie de te parler. Oui, j'ai vécu des violences, mais j'ai pas envie de t'en parler. » Mais c'est pas grave, en fait. Il faut discuter d'autres choses avec elle. Puis il faut revenir une deuxième fois. Jamais mettre la pression pour que les gens me parlent. Jamais. Moi, je fais jamais ça. Je sais qu'il y a des gens qui le font. C'est une pratique assez courante dans notre milieu, mais moi, je fais pas ça. Ensuite, revenir une troisième fois, une quatrième fois. Et puis un jour, les gens parlent. Confiance. Oui, un jour, les gens parlent. Ensuite, sur les victimes de violences, c'est quand même important. Ça, faut le dire aussi. C'est important de se former aux questions du traumatisme. C'est-à-dire, il ne faut pas que nous, en tant que journalistes, parce qu'on ne sait pas faire, en allant faire une interview d'une personne qui a été victime de violence, on lui fasse revivre le traumatisme et du coup, on crée des problèmes encore plus graves. Ça, c'est OK si la personne, elle comprend ce qui va se passer, qu'elle est d'accord et qu'elle est consciente de ce que ça peut amener. Il faut aussi apprendre à écouter correctement, sans jugement. Donc je pense qu'en fait, sur les questions de violence plus particulièrement, au-delà du fait qu'il faut avoir le temps, c'est important d'avoir en tête ce que c'est que la déontologie face au traumatisme. Aujourd'hui, nous, on a de la chance aujourd'hui, les médias, le numérique est hyper développé, donc on peut avoir accès à des vidéos en ligne, à des ressources dans plusieurs langues sur comment faire notre travail de journaliste face à des personnes qui ont été victimes de violences et du coup éviter d'en rajouter une couche sur le traumatisme. Ça, c'est important. Ça existe. Il y en a partout sur Internet. Aujourd'hui, elles sont traduites dans plein de langues parce que justement, ils comprennent bien que dans plein de régions du monde, les gens n'ont pas forcément beaucoup de formation sur ces questions-là. Et puis la dernière chose, c'est que pour arriver à faire correctement son travail face à des personnes victimes de violences, il faut aussi comprendre ce que ce travail va avoir comme impact sur nous-mêmes. Et il faut prendre soin de soi. Et c'est très important en tant que journaliste de prendre soin de sa santé mentale et de sa santé physique aussi, mais ça, je pense que c'est un peu plus dans l'esprit de tout le monde. Mais la santé mentale, il faut en prendre soin parce qu'en fait, écouter des gens qui sont victimes de violences toute la journée, pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, ça finit par avoir un impact sur nous. Et en fait, si nous aussi, on devient complètement traumatisé, on ne peut plus travailler. Donc, il faut prendre soin de soi. Dernière question, Leïla, les journalistes tombent souvent dans le piège des fausses informations ou des informations non fiables. Comment les éviter et quelles sont par exemple, les institutions ou les sites, par exemple, qu'on peut compter comme source fiable dans le domaine des migrations? Alors, les informations aux sources fiables. En fait, la problématique, c'est qu'il n'y en a jamais vraiment. Il faut juste savoir qui nous parle. Quand, par exemple, les autorités algériennes annoncent qu'elles ont passé un accord avec le Niger, on peut considérer ça comme une source fiable sur cet aspect diplomatique. Maintenant, souvent, il arrive que les autorités algériennes donnent des chiffres qui ne sont pas les mêmes que d'autres organisations internationales. Il faut savoir pourquoi les chiffres sont différents. En fait, souvent, il y a des explications, parce que dans une colonne de chiffres, les autorités algériennes vont considérer que tel critère et tel critère et tel critère rentrent dans la colonne de chiffres, alors qu'une institution va faire sa colonne de chiffres différemment. Donc, il faut savoir ça. Ensuite, par exemple, sur l'un des chiffres qui est beaucoup utilisé, notamment dans la presse, c'est le nombre de personnes qui sont entrées en Europe de façon irrégulière. Ça, c'est des chiffres qui sont calculés par l'OIM, donc l'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration, qui est une organisation qui a été au début créée par les États et financée par les États, qui n'était pas une organisation onusienne au début, qui maintenant s'est rapprochée des organisations onusiennes. Mais l'OIM a des chiffres avec un mode de comptage qu'il faut connaître. Il faut savoir que les chiffres de l'OIM, c'est pas l'alpha et l'oméga, quoi. C'est pas la rigueur scientifique. Il y a une manière de compter
à certains endroits qui fait qu'on a des chiffres qui donnent une tendance, mais on n'est pas... il ne faut pas se baser sur le IAM pour savoir que, tiens, si le chiffre il a changé de une personne, il n'y a pas un changement, en fait. Il faut vraiment être sur les tendances. Donc, par exemple, les organisations internationales vont avoir des données sur des nombres de personnes. Ça peut être comme type de source, c'est intéressant. Les autorités algériennes vont avoir, par exemple, des déclarations sur les traités ou les conventions qui ont été signées. Et puis en Algérie, quand les autorités décident de faire quelque chose et de le rendre public, elles font des déclarations aux médias officiels. Donc l'APS, pour moi, est une source qui, la plupart du temps, permet d'obtenir des informations sur les dispositifs mis en place par l'État. Ensuite, comment éviter les fausses informations ? Moi, il y a une chose qui m'a aidée dans toute ma carrière jusqu'à aujourd'hui, c'est de ne pas aller à la course au scoop. En fait... faut vérifier avant. C'est pas grave si on n'arrive pas premier, en fait, on s'en fiche. C'est pas... Franchement, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt d'avoir donné l'info 5 minutes avant quelqu'un d'autre ? C'est-à-dire que les gens vont l'avoir lu ailleurs avant ? Oui, mais au moins... on est sûr que de notre côté, elle est solide. Et là encore, je reviens à la responsabilité qu'on a. Les fausses infos, souvent, c'est parce qu'elles sont diffusées trop vite. Parce qu'on a voulu se baser sur une seule déclaration. Évidemment, la règle de base, c'est d'avoir 2 sources différentes qui disent la même chose et 2 sources qui n'ont pas le même intérêt. Mais moi, je dis que 2, des fois, c'est pas suffisant, vaut mieux 3. Et donc, il ne faut pas être pressé. Nous arrivons à la fin de l'émission. Aïn Ala, merci beaucoup Leila d'avoir accepté l'invitation et partagé votre riche expérience. Merci aux auditeurs et auditrices de la Radio Voix de Femmes. Au revoir. Merci.